Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc aujourd'hui, on va faire la colle, numéro 7. C'est un seul cas clinique, donc ça va durer 35 minutes. Je vais attendre 18:05 ou 18:06 parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Hem, je veux dire encore? Bon, j'ai rien à dire encore. Donc ouais, pour le cas clinique, n'hésitez pas à mettre le max d'informations, enfin tout ce que vous savez, même si ce ne sera pas dans ma correction, parce que là, la correction que j'ai fait est assez soft. Donc mettez tout ce que vous savez, donc ne cherchez pas, à avoir une bonne note au cas clinique, mettez vraiment juste tout ce que vous savez et ça devrait bien se passer, je pense. Bon, je vais vous mettre le sujet. Donc vous avez, 35 minutes, je vous mettrai l'heure, de la fin juste après. Je vous souhaite bon courage et puis je vous mettrai aussi l'adresse mail, à laquelle il faudra envoyer votre sujet.
Bon, c'est terminé. Oh là. Je ne sais pas si je vous attends 5 minutes le temps que vous envoyez les copies ou si je vous fais la correction directement. Mais je pense que je vais faire la correction directement et vous scannerez vos copies plus tard. Donc, je vous ai mis l'adresse mail pour envoyer les copies, vous la verrez après. Correction. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez l'écran? Ok, ça marche. Ok, donc là, c'était un petit peu un mélange d'hypersensibilité, enfin un petit peu d'allergie et asthme. Donc j'ai essayé un petit peu de mélanger les deux. Oui, donc là, c'est un cas d'allergie aux acariens, donc d'hypersensibilité aux acariens. Je vais dire. Donc, ouais, l'hypersensibilité aux acariens, vous allez avoir différentes manifestations cliniques d'habitude. Donc, c'est soit des manifestations à type de rhinite allergique, donc d'éternuement, de nez qui coule, qui gratte, avec du coup une rhinorrhée, soit sous forme d'asthme. Donc, la forme d'asthme, c'est plutôt la forme progressive, hein, plutôt évolutive en fait de la rhinite allergique aux acariens. Donc, c'est un mécanisme d'hypersensibilité de type 1. Et je vous avais demandé de me décrire le mécanisme, donc à la première question. Donc, Madame C, qui est âgée de 22 ans, donc elle est vue en consultation pour sa rhinorrhée. On lui fait un bilan allergologique. Donc, ce bilan allergologique, il est fait par un allergologue. C'est en fait le prick test, qui est en fait du coup une injection donc, au niveau de l'épiderme d'allergènes, d'acariens, donc au niveau de l'avant-bras, avec l'utilisation d'un témoin positif et d'un témoin négatif. Donc le témoin positif, ça sera de l'histamine par exemple, et le témoin négatif, ça sera de l'eau ou autre chose. Et donc l'objectif, c'est de voir si au bout de 15 minutes, donc si 15 minutes après vous avoir injecté cet allergène, si vous développez une petite réaction cutanée, donc un petit bouton ou ce qu'on appelle une papule en fait, toute rouge, au niveau du lieu d'injection. Donc, si vous développez, par exemple, une petite papule au niveau du lieu d'injection, c'est que vous êtes allergique à cet allergène qu'on vous a injecté. Donc, ça, c'est le test qu'on fait aux patients d'habitude lorsqu'ils sont allergiques à quelque chose. Et du coup, on peut aussi faire un dosage des IgG spécifiques aux allergènes. Donc là, par exemple, dans ce cas, on aurait pu faire un test, un dosage en fait des IgE les IgE spécifiques dirigés contre les allergènes aux acariens, mais là, on ne le fait pas parce que le prick test, il est positif et on n'a pas, enfin, le dosage des IgE, il n'est pas obligatoire, enfin, il n'est pas réalisé systématiquement. Tant que le prick test est positif, on s'arrête au prick test. Donc là, on lui instaure un traitement par lévocetirizine pour son allergie et puis le budesonide. Décrire le mécanisme de l'hypersensibilité impliquée dans la rhinite allergique de cette patiente. Donc là, j'attendais la description donc, du mécanisme de l'hypersensibilité de type 1. Je vous ai mis le barème cette fois pour pouvoir vous évaluer un petit peu rapidement. Donc, l'hypersensibilité de type 1, c'est ce qu'on appelle aussi l'hypersensibilité immédiate. Sur un terrain atopique. Donc, n'oubliez pas de noter en fait le mot atopie lorsque vous avez un cas sur l'allergie. Donc, sur un terrain atopique, et vous allez avoir deux phases pour l'hypersensibilité de type 1. Donc, soit
vous allez avoir en premier lieu, vous allez avoir la phase de sensibilisation et en deuxième lieu, vous allez avoir la phase effectrice. Donc là, je vous ai je vous ai trouvé un petit schéma qui décrit un petit peu rapidement ce qui se passe. Donc pendant la phase de sensibilisation, qui est la phase 1, vous allez avoir l'allergène qui, dans ce cas ici, sera les acariens. Enfin, c'est pas vraiment l'acarien en lui-même, l'allergène, mais c'est en fait les excréments de l'acarien qui sont les allergènes, puisque lui, en fait, les allergènes, c'est ce qu'il y a dans son tube digestif, sa salive, etc. Et du coup, c'est les excréments des acariens qui vont provoquer l'allergie. Bref. Donc, vous allez avoir l'allergène qui va rentrer dans l'organisme. Donc, lors du premier contact, il ne va pas y avoir de réaction. Ça, je pense que vous savez depuis vos cours d'immuno de deuxième année ou de troisième année, ça dépend où vous êtes. Donc, l'allergène, il va entrer en contact avec une cellule présentatrice d'antigène qui va le présenter donc à sa surface par l'intermédiaire du CMH de type 2, et puis elle va le présenter à un lymphocyte T CD4. Donc, comme vous savez, le CD4, lui, il peut se différencier en lymphocyte TH1, TH2, TH3. Donc là, ici, il va se différencier plutôt en lymphocyte TH2, qui va sécréter des interleukines 4, 10, 13. Bon, là, vous n'avez pas besoin de connaître le nom des interleukines, ça peut tomber en QCM, mais pour des cas cliniques, je pense que vous n'avez pas besoin de les noter. Après, si vous les connaissez, vous pouvez les mettre. Donc, ces interleukines-là ont pour particularité d'activer des lymphocytes B pour qu'ils se transforment en plasmocytes qui sécrètent des IgE. Et donc, votre lymphocyte B, lui, ici, il va s'activer, il va se transformer en plasmocyte, etc. Puis, il va sécréter des IgE dirigés spécifiquement contre cet allergène-là. Donc, ça, c'est la phase de sensibilisation. Donc, vos IgE, eux, ils vont partir, ils vont se fixer à la surface de récepteurs présents sur les mastocytes ou les polynucléaires basophiles. Pour des réactions plus tardives, ils vont se fixer sur des éosinophiles ou autres. Et ils vont se fixer sur ces mastocytes et ils vont rester dessus. Au deuxième contact avec l'antigène, avec l'allergène, donc à la phase là, il parle de phase de déclenchement, mais on peut parler aussi de phase effectrice. Donc, au deuxième contact, votre allergène, il va venir se fixer ici sur les IgE. Il va y avoir une sorte de pontage, de dimérisation des IgE. Ils vont activer le mastocyte et lorsqu'il s'active, il va exploser, donc il va se dégranuler. On parle de dégranulation. Et il va libérer l'histamine et plein de cytokines pro-inflammatoires, de leucotriènes, etc. Et c'est ce qui va provoquer la réaction allergique. Donc là, ici, moi, mes principaux mots-clés, c'était la phase de sensibilisation et la phase effectrice, avec premier contact et deuxième contact. L'interaction de la cellule présentatrice d'antigène par l'intermédiaire du CMH de type 2 avec le lymphocyte TCD4, le lymphocyte B, les IgE spécifiques, la fixation au récepteur au fragment FC, parce que vous le savez, l'anticorps il est constitué d'une fraction constante et d'une fraction variable. Et du coup, on parle d'un récepteur pour les fragments variables, pour les fragments constants de l'anticorps. Donc, au niveau des mastocytes polynucléaires basophiles, et donc deuxième contact, donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir pontage, libération d'histamine, dégranulation. Donc, la dégranulation, c'est un mot très important pour les mastocytes. Donc, vous ne dites pas explosion ou libération, vous dites dégranulation. Et puis, ça va provoquer la réaction allergique. Donc là, vous voyez, pour la correction, j'étais pas très... donc, c'était un point, donc je ne me suis pas trop cassé la tête. Parce qu'il faudrait aussi que les corrections aillent vite, et je pense au concours, ils font ça aussi. Donc, ils ne font pas des 0,25 points ou des 0,10 points, parce qu'il faut corriger rapidement. Quel est le mécanisme d'action de la lévocitérésine? Là, j'espère que vous avez su répondre à la question. Si vous n'avez pas su répondre parce que vous n'avez pas encore vu vos antihistaminiques, c'est pas grave. Parce que moi, mes antihistaminiques, je les ai vus 2 mois avant le concours. Donc, c'est pas grave si vous ne savez pas, si vous n'avez pas su répondre ou quoi. Donc, le mécanisme d'action, là encore, j'ai vu dans le doc que c'était assez détaillé. Donc, j'ai pas été très, très loin. Donc, si vous mettez, je pense, un des 3 ici, je compterai bon. Donc, la lévocitérésine. Par contre, c'est important de connaître les classes et les principaux effets. Donc, la lévocitérésine, c'est un antihistaminique H1. J'ai accepté aussi antagoniste des récepteurs H1 à l'histamine. C'est non sédatif parce que, déjà, vous précisez que c'est un antihistaminique de deuxième génération, contrairement aux antihistaminiques de première génération. Donc, il n'est pas sédatif ou peu sédatif. On ne peut pas dire qu'il n'est pas sédatif parce que vous aurez toujours un petit effet sédatif, mais c'est moins sédatif que ceux de première génération parce que c'est plus hydrophile, et comme c'est plus hydrophile, ça va
pas trop traverser, ou ça va quasiment pas traverser la barrière hémato-encéphalique, et du coup, ça va pas exercer ces effets antihistaminiques, voire anticholinergiques au niveau du cerveau. C'est sélectif des récepteurs H1 aussi, donc contrairement à ceux de première génération qui ne sont pas sélectifs et qui du coup peuvent provoquer des effets anticholinergiques. Par contre, vous pouvez avoir des effets anticholinergiques, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir, avec la lévocitérésine, une sécheresse buccale qui fait partie des symptômes, des effets indésirables les plus fréquents, mais moins que ceux de première génération. Pareil pour la somnolence, l'asthénie, etc. Donc les antihistaminiques, bon, ils vont se fixer sur les récepteurs à l'histamine. C'est pas des antagonistes compétitifs, parce que en fait, c'est des antagonistes non compétitifs. Parce que si vous mettez que c'est un antagoniste compétitif, ça veut dire que si vous avez une grande concentration d'histamine, bah, le médicament fonctionnera plus. Parce que le principe d'un antagoniste compétitif, c'est se fixer à la place de l'agoniste. Et si vous augmentez la concentration en agoniste, votre antagoniste compétitif ne se fixera plus. Ça, c'est le principe de la compétitivité de la chose. C'est comme en enzymo, en fait. Donc, c'est plutôt une fixation non compétitive. Donc, il va se fixer sur un site différent de celui de l'agoniste. Comme ça, si les concentrations en histamine dans le corps sont très élevées, le médicament fonctionnera toujours. Ouais, c'était la parenthèse. Donc, les effets indésirables de l'antihistaminique, donc au niveau vasculaire, l'histamine, elle va avoir tendance à vasodilater. Donc, lui, il va réduire cette vasodilatation. Donc, ça va réduire aussi la perméabilité vasculaire, ça va réduire les rougeurs, ça va aussi réduire les prurites, réduire les sécrétions salivaires, les larmes et tout, les rhinouets. Et puis, ça va réduire l'activation des cellules de l'inflammation et la migration des cellules éosinophiles. Donc, si vous m'avez mis ça, enfin pas tout, mais au moins un ou deux des effets, donc je vous mets 2 points et puis c'est bon. Et puis pour les effets indésirables, 3 points maximum. Mais du coup, les anti-H1 ne sont pas compétitifs. Non, ce sont des antagonistes non compétitifs. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ici, tu as un seul site de fixation et qu'ici, tu as 2 sites de fixation, je vais dessiner comment. Ouais, on va dire ça comme ça. Non, ici, tu as un seul site de fixation et ça, c'est ton histamine. Ça, c'est l'histamine ici et là, tu as l'histamine ici. Si tu prends, je vais mettre en rouge, donc si tu prends ton H1, ton antihistaminique, pardon, ton antihistaminique et que tu le places ici, il va dégager l'histamine, puis il va venir se fixer là, tandis que ton histamine, elle va dégager. Sauf que si tu es dans un état d'allergie important et que ta concentration en histamine est élevée, donc si tu arrives comme ça avec plein d'histamine, forcément, ton histamine, elle va pouvoir se refixer ici. C'est le même principe de compétitivité en enzyme, en fait. Donc, ton histamine, elle va pouvoir se refixer sur le récepteur et ton traitement, lui, il pourra plus se fixer. Et du coup, il sera plus très utile. Alors que si tu prends un antagoniste, non compétitif, lui, il va se fixer ici. Oh là là. Lui, il va se fixer ici. Et même si tu augmentes la concentration en histamine, ton histamine, elle va juste se fixer là. Elle ne va pas se fixer là. D'où l'effet que c'est pas compétitif. Ouais, mais on s'en fout des deux vocs. Non, on s'en fout pas, mais il y a des erreurs et il faut les chercher, il faut chercher les erreurs. Mais il y a des erreurs comme ça. Mais non, tous les antagonistes ne sont pas compétitifs. Pareil dans le Dorose. Ouais, mais c'est le Dorose aussi. Moi, je l'ai cherché dans beaucoup de sources et il y en a plein qui faisaient cette explication-là des choses. Qu'en gros, c'était pas compétitif. Après, ça colle parce que si c'est compétitif, ça collerait plus, quoi. Enfin, ça colle parce que ça collerait plus.
Du coup, ouais, ils vous ont menti. À quel palier de l'asthme correspond cette stratégie thérapeutique? Alors, les paliers de l'asthme et tout, c'est des tableaux qui datent d'il y a hyper longtemps, que j'arrive pas à trouver les nouvelles recommandations. Je sais pas si ils parlent encore de paliers ou quoi, mais moi, je pars du principe du vieux tableau qu'on me montrait en cours en troisième année. Donc, ce tableau-là, avec l'asthme intermittent, l'asthme léger, modéré et sévère. Après, pour ça, je ne sais pas si au concours, les correcteurs vont mettre que c'est non compétitif ou compétitif. Donc vraiment, ça, je ne sais jamais s'il faut mettre la vérité ou mettre le mensonge, vous savez. Bref, donc au concours, si jamais ça tombe, vous mettez non compétitif ou vous mettez rien du tout. Ouais, j'espère que ça tombera pas. Mais les trucs comme ça où il y a beaucoup de sources qui se contredisent, où il y a une source qui a l'air claire et je sais pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ouais, mettez la vérité en fait. Ouais, ou alors vous mettez la vérité aussi, c'est bien. Bref. Donc, vous allez avoir l'asthme léger, modéré, sévère. Donc ici, dans notre cas, donc moi je vous ai mis, ah oui, je vous ai même pas lu le cas. Donc la patiente rapporte plusieurs mois plus tard des crises d'asthme pluri-hebdomadaires, donc plusieurs fois par semaine, le matin et la nuit, qui perturbent son sommeil. L'EFR va montrer un VMS à 87% et un test de réversibilité positif. Le test de réversibilité, c'est en fait juste voir si si c'est réversible, en fait, si le syndrome obstructif est réversible après administration de bêta-2 mimétique. Donc dans l'asthme, si vous administrez au patient un bêta-2 mimétique, son syndrome obstructif, il va se réverser, on va dire, et du coup, ça sera réversible. Dans la BPCO, c'est pas réversible, et du coup, on dit que le test de réversibilité n'est pas positif. En gros, il est négatif. Donc ça, c'est un petit peu la différence entre la BPCO et l'asthme. Vous n'avez pas besoin de connaître ça, c'est juste en information, parce qu'on ne vous demandera jamais au concours de poser un diagnostic d'asthme ou de BPCO. De toute façon, la BPCO, ce n'est pas au programme. Vous avez juste l'asthme et aussi, on ne vous demandera jamais de poser le diagnostic. Le FR, donc ça, et puis le clinicien instaure le traitement béclométasone et salbutamol. Alors, le palier de l'asthme. Donc moi, je vous prends le tableau que j'ai appris en troisième année. Je ne sais pas s'il est encore à jour parce que j'ai pas trouvé, dans les nouvelles recommandations, j'ai pas trouvé de tableau similaire, mais on va rester sur ça. Donc vous avez différents paliers de l'asthme et puis avec les différents symptômes. Donc les symptômes, si le patient a plus d'un symptôme, on va dire par semaine, mais moins d'une fois par jour, avec des symptômes nocturnes qui affectent les activités, le sommeil, et puis un VMS supérieur à 80%, donc comme dans notre cas ici, on est face à un asthme persistant léger, donc un asthme de palier 2. Et c'est ce que je vous ai mis dans la correction, donc palier 2, asthme persistant léger. Car il y a les crises d'asthme, donc là j'ai recopié un petit peu ce qu'il y avait dans l'énoncé. Et je vous ai mis un point si vous me justifiez. Donc si vous mettez une seule justification, c'est pas grave, je vous mets un point quand même. Mais il y avait besoin de justification. Donc, juste là, j'ai douté car c'était crise pluri-hebdomadaire. Pluri-hebdomadaire, ouais, c'est plusieurs fois par semaine. Après, ouais, je suis d'accord que. Hein, quoi? Juste là, j'ai douté car c'était crise pluri-hebdomadaire. Ouais, j'ai pas compris. Quoi? J'ai pas compris. En gros, dans le sujet, c'était marqué que c'était des crises pluri-hebdomadaires et je ne savais pas trop si je pouvais le classer dans le persistant, persistant léger. Ah non, pardon, ça marquait plus. Ah non, j'ai rien dit. Non, non, plus d'une par semaine, je croyais que c'était marqué moins de 1 par semaine. Ah, J'ai rien dit. d'accord. En fait, parce que ouais, l'autre, c'est plutôt des crises quotidiennes. Et puis là, c'est moins d'une fois par semaine. Donc, c'était. Ah ouais, j'ai rien dit. Merci. Donc, j'étais où? Donc ouais, si vous m'avez justifié le pourquoi du comment c'est un asthme persistant léger, je vous mets un point. Mais il faut toujours justifier ce que vous dites en fait, que ce soit pour ce cas clinique ou pour tous les autres cas cliniques, cherchez à justifier. Donc ayez toujours dans votre tête la question du pourquoi en fait. Et les traitements, donc c'est quoi la question? Quelles sont les classes pharmacologiques des traitements prescrits? Donc là, je vous demandais juste les classes pharmacologiques. Je ne vous ai pas demandé les mécanismes d'action parce que je voulais une correction très simple.
Mais sinon, j'aurais pu vous demander les mécanismes d'action. Euh, alors les corticoïdes, je pense que vous savez, les mécanismes, voilà, c'est des molécules lipophiles qui vont se fixer sur des récepteurs au niveau du cytoplasme. Il va y avoir dimérisation, ils vont être transloqués au niveau nucléaire, ils vont se fixer sur des séquences HRE, donc hormone responsive element, des choses comme ça. Puis ensuite, ils vont traduire je sais plus quoi, des trucs anti-inflammatoires et tout le blabla. Donc en fait, le mécanisme d'action des corticoïdes, ça tient sur 3-4 lignes, voire plus. C'est pour ça que je vous ai pas demandé le mécanisme d'action parce que ça allait me prendre trop de points en fait. Et je voulais vraiment une correction très simple. Mais si vous m'avez mis le mécanisme, c'est très bien. Donc la classe, c'est un corticostéroïde inhalé. Et vous précisez bien que pour l'asthme, on parle de corticostéroïde inhalé. On ne parle pas de corticoïde seul, surtout si c'est inhalé en fait. Et puis vous précisez que c'est le traitement de fond aussi, parce qu'il faut bien savoir de quoi vous parlez. Et ça montre que vous savez de quoi vous parlez en fait, que vous maîtrisez un petit peu la thérapeutique de l'asthme. Donc vous précisez que c'est un traitement de fond. Vous parlez un petit peu de pourquoi on le met, parce que ça réduit l'inflammation et l'hyperréactivité bronchique. Le mot hyperréactivité bronchique, c'est partout dans les annales sur l'asthme, donc c'est un mot-clé très très important. Apprenez-le. Les conseils. Ah oui, les classes pharmacologiques. Donc ouais, après on reviendra sur le salbutamol. Les conseils, donc il faut se rincer la bouche après utilisation, parce qu'il y a un risque de candidose oropharyngée. C'est aussi des médicaments qui peuvent provoquer une rosité de la voix. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Une rosité de la voix, de la toux. Il faut aussi nettoyer l'embout après utilisation, coordination main-poumon. Donc voilà, il faut dire au patient qu'il faut expirer, ensuite il faut mettre l'appareil dans la bouche, il faut inspirer en même temps qu'on appuie sur la cartouche, enfin sur le petit bouton, pour vider la cartouche et tout. Donc apprendre à utiliser l'appareil, vous mettez éducation thérapeutique du patient, vous mettez ça, en plus c'est un très beau mot, donc voilà. Et puis l'observance, est-ce que j'ai pas mis de point sur l'observance, tant pis. Et vous parlez de l'observance. En fait, l'observance et l'éducation thérapeutique, c'est hyper important parce que de ce qu'il disait dans les recommandations, c'est qu'à peu près 80% des patients ne savaient pas utiliser leur appareil d'inhalation. Donc c'est déjà énorme parce que s'ils ne savent pas utiliser leurs appareils, bah forcément leur asthme va s'aggraver et ils vont passer à des paliers supérieurs de traitement. Ensuite, le salbutamol, donc bêta-2 mimétique ou agoniste à courte durée d'action. Donc le mot bêta-2 mimétique ne suffit pas. Il faut préciser que c'est un traitement à courte durée d'action, puisque vous allez avoir les bêta-2 mimétiques à longue durée d'action. Il faut préciser aussi que c'est un traitement de crise et que il a un effet bronchodilatateur. Citer d'autres classes pharmacologiques indiquées dans le traitement de l'asthme. Donc là, pareil, je demandais juste de citer les classes pharmacologiques. Donc, les bêta-2 mimétiques à longue durée d'action. Si vous me citez le nom d'un traitement avec d'autres, là j'ai mis salmétérol, mais les autres auraient pu être acceptés, formoterol, etc. Donc le salmétérol, je vous mets un point. Les anticholinergiques inhalés, donc là pareil, vous ne mettez pas juste anticholinergiques, il faut préciser que c'est des anticholinergiques inhalés, comme l'ipratropium. Les antileucotriènes comme le montelukast. Alors, vous pouvez me mettre aussi le zileton, quelque chose comme ça, le anti-5-lipo-oxygénase. La théophiline, alors pour la théophiline, je ne connais pas sa classe parce que j'ai essayé de chercher un petit peu, on m'a dit que c'est une base antique, etc. D'accord, c'est bien, mais ça ne me donne pas de classe en particulier. Bon, mettez juste théophiline. Les corticoïdes par voie orale ou par voie systémique. Vous pouvez noter, donner un traitement. Là, je ne vous ai pas mis de points pour les traitements. Et les anti-IgE pour l'omalizumab parce qu'on peut mettre les autres anticorps monoclonaux. Ouais, vous pouvez les mettre. Ouais, vous pouvez les mettre. Donc là, l'anti-IgE, omalizumab surtout parce qu'on est dans une situation d'un asthme allergique. Donc ici, c'est l'allergie aux acariens. Et du coup, il ne faut pas oublier l'anti-IgE. Qui est utilisé par voie sous-cutanée, etc. Donc là, pour anticorps monoclonal humanisé, tout ça. Les autres anticorps étaient acceptés. Quelle stratégie peut être proposée en cas d'échec des traitements médicamenteux face à la sensibilisation aux acariens? Donc là, c'est
c'est un petit peu ce qui est utilisé donc en alternative si les traitements médicamenteux ne fonctionnent plus. Donc si, la rhinite continue, si l'asthme continue, il s'aggrave et cetera, on met en place ce qu'on appelle une immunothérapie spécifique, soit par voie sous-cutanée, soit par voie sublinguale. Il me semble que la voie sublinguale, elle est plus utilisée, elle est plus chère aussi. Je crois que le comprimé doit coûter, 80 €, un truc comme ça. Enfin, pas le comprimé, mais la boîte, en fait. Hem, donc l'immunothérapie, spécifique et en fait, elle consiste à utiliser des doses croissantes. Donc on commence par des petites doses et on augmente progressivement les doses, d'extraits d'allergènes, d'acariens ou d'autres agents. D'autres agents, en fonction de l'allergie. Donc si vous êtes allergique au pollen, on ne va pas vous mettre un comprimé qui contient des acariens, ça ne veut rien dire. Donc là, dans ce cas-là, on va vous utiliser des extraits d'allergènes d'acariens et puis on va les administrer à des doses croissantes, jusqu'à une dose de maintien et l'objectif, c'est de développer une sorte de tolérance immune pour que votre corps, enfin pour que le corps ne réagisse plus, à cet allergène. Donc il y a dans certains cas, ça va être curatif, ça veut dire que le patient ne va plus du tout souffrir, de son allergie, mais dans d'autres cas, ça va juste aider à réduire les symptômes et les manifestations cliniques. Et on parle aussi de désensibilisation. Immunothérapie spécifique, désensibilisation, c'est un petit peu, comme ça. Donc vous commencez progressivement et au fil du temps, il y a une sorte de tolérance. Donc l'organisme s'adapte en fait à cet allergène et ça ne devient plus un allergène. Donc il y a tout un mécanisme immunologique derrière. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que moi je ne l'ai pas appris, euh, mais c'est super sympa. En tout cas, donc ça, ouais, ça aide à améliorer la qualité de vie, etc. Ce que je voulais dire encore. Euh, ouais, j'ai tout dit. Ou c'est parti dans la tête, je sais pas. Et j'ai fini. Ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est important. Donc en fait, ici vous avez, la source, Vidal et ça c'est la source, Gina 2019. Donc, les 2 sources disent pas la même chose. Donc là, pour le stade 2 de l'asthme, le Gina dit qu'on utilise des corticostéroïdes seuls ou au besoin, donc là ici, ou au besoin des corticostéroïdes, associés au formoterol qui est un bêta-2, longue durée d'action, à faible dose. Hem, donc là, ils disent ça et dans le Vidal, ils vous disent qu'au palier 2, donc l'asthme persistant léger, on utilise les corticostéroïdes inhalés à faible dose plus le formoterol. Donc en fait, dans le Vidal, ils vous placent ça en premier. Donc qu'est-ce qu'il faut apprendre? Moi, je ne sais pas. Au concours, ils vous disent d'apprendre les recommandations de la HAS, de l'ARS et au cas contraire, la société savante. Et du coup, bah, la société savante, c'est zut. De la société savante, c'est ça. Donc moi, je vous dirais d'apprendre les recommandations de la GINA de 2019. Le Vidal, c'est bien, mais on ne sait pas trop si ça colle. Alors là, ils disent que ça vient de la GINA aussi, mais bon, euh, un petit peu plus bas, donc je vous mettrai aussi le document sur le drive pour cette recommandation-là. Donc un petit peu plus bas, ils disent que le CSI formoterol, c'est un traitement non conforme. Donc eux, ils privilégient juste les CSI seuls dans un asthme persistant léger. Après, vous faites ce que vous voulez, vous apprenez ce que vous voulez. Moi, de toute manière, je pense qu'au concours, si jamais ça tombe, ça sera juste un cas de pharmacologie. Donc, on vous balancera en fait l'ordonnance avec les traitements et on vous dira juste de donner les mécanismes d'action, les indications, de parler un petit peu du schéma thérapeutique en fait, du schéma thérapeutique de la prise en charge, tout ça. On ne vous demandera pas, à vous, d'instaurer un traitement. Enfin, moi, ça m'étonnerait. Heu, alors on peut vous demander si c'est un cas attaché, à de l'infectio, par exemple. Donc, par exemple, pour une bactériémie ou pour une endocardite, on peut vous demander, quel est le traitement à instaurer. Mais pour un cas de pharmacologie pure comme ça, je pense pas qu'on vous demandera, d'instaurer vous-même des traitements. Pareil pour les diagnostics. En infectio, on peut vous demander de poser des diagnostics parce que c'est en rapport avec, la biologie, mais là, dans un cas de pharmacie clinique pure, on ne vous demandera pas de poser un diagnostic d'asthme ou autre. Voilà, donc ça, c'était par rapport aux recommandations. Apprenez celle que vous voulez. Moi, à votre place, j'apprends celle-là.
dans le collège, ils ont mis que la voix, c'est pour désensibiliser, hein, sauf pour les venins. Bah, du coup, vous utilisez sublingual. Vous mettez la voix sublinguale parce que tout ça de toute façon, c'est la voix sublinguale qui est la plus utilisée et aussi la voix sublinguale, elle est remboursée à 15, donc je sais pas si c'est si c'est utile que ce soit remboursé à 15, mais bon. Heu, bon, entre remboursement à 15 et remboursement à 0 aussi, c'est ouais, pourquoi pas. Mais voix sublinguale, c'est beaucoup plus utilisé que la voix sous-cutanée, juste comme ça. Heu, donc je vous ai mis 2 points aussi si vous me dites que c'est une immunothérapie spécifique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai plus rien à dire. Donc prenez ces recommandations-là. Après si ça marche pas et qu'au concours, on vous balance ces recommandations-là, je peux rien faire pour vous, moi. Prenez ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis juste: «Prenez ça». Voilà. Par rapport à la question 5, moi j'avais juste rajouté, du blabla en mode on évite le facteur déclenchant, Oui, ça pourquoi qui peut pas. être ouais, Bah, en fait, ouais, en fait, vous pouvez tout mettre, tout ce qui vous vient en tête, vous pouvez le mettre. Moi, ma correction, c'est juste, parce que je voulais faire un truc, sur un point, en fait, sur des nombres entiers et du coup, je voulais pas trop me casser la tête. J'avais plus de place, en fait, pour ajouter des trucs. Hem, enfin, j'avais plus de points pour ajouter des trucs, et je pense au concours, ils font ça donc l enfin, l'objectif, c'est de mettre le maximum de vos connaissances sur le cas dans le cas clinique parce que le correcteur, enfin là, moi, à ma place, un autre correcteur, il aurait très bien pu mettre, bah, les conseils que toi tu as mis, donc éviction de l'allergène, éviter tout ça, enfin aérer la chambre, laver la literie ou des trucs comme ça juste pour éviter les acariens et du coup, bah bah, il aurait pas suivi, en fait, le même schéma que moi, d'où l'intérêt de mettre tout ce que vous savez. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, merci. OK, bah, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK, ça marche. Il vous reste 100 jours avant le concours, donc je vous souhaite bon courage. C'est trop bien. Oui, vous allez voir, ça va être trop bien après. Rungis et tout. Mais non, mais vous allez voir, si vous êtes bisu, ça va être un moment très sympathique. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Oui, c'est très agréable, franchement, surtout la nuit, les hôtels et tout. Oh. Heu, bon, je vous souhaite bon courage, ne lâchez rien. Si les résultats de concours blanc tombent, alors pour les résultats de concours blanc, je pense que ça va prendre encore, 2 semaines, 2-3 semaines, parce que c'est vraiment très long à corriger. Hem, donc je suis désolée. Si jamais vous avez des mauvais résultats, tout ça, ne vous découragez pas, c'est pas grave et continuez à travailler. Heu, boostez-vous un peu si vous avez pas trop travaillé cet été et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur le Discord. Je répondrai quand je verrai le message. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée.